Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, épisode de news septembre 2023. Donc on a fait une petite pause durant le mois d'août. Là, on reprend. Donc j'espère que vous avez tous passé un bon été sur la plage, etc., au soleil ou je sais pas, en Bretagne peut-être sous la pluie. Comment ça va, Alex? Bah écoute, au top. Pour le coup, je crois que toi aussi, tu as quand même pas mal bossé cet été. Pareil, moi, j'ai Ouais. pris un peu de vacances, mais pas trop non plus. J'ai quand même plus bossé. Et puis, ça fait plaisir de revenir sur un nouvel épisode de Double Slash. Comme d'hab, il se passe plein de choses. Donc, on va revenir sur les gros moments qui se sont passés à la rentrée. On va parler Mhm. du runtime bun parce que on est sur. Est-ce qu'on est sur quelque chose ou on est sur de la hype? Ah là, on a quelque chose, là, on a quelque chose, c'est sûr. On va en parler, on va en parler. On va parler de Astro qui se stabilise, la fin de Gatsby, c'est terminé. On va parler de React Non, attends, c'est Component. pas terminé encore. Attends, Attends, mais calme-toi. on va en parler, on va en parler. On va parler de la recherche sémantique qui s'invite chez les opérateurs et chez Melisearch, le browser qui évolue, des librairies sympas, et voilà, ça c'est un peu le programme d'aujourd'hui. Ouais, carrément. Mais il y a un gros morceau quand même, hein. Il y a un gros morceau hyper intéressant sur Bun là, donc Bah, on attaque tout de suite. bah Du grave. coup, Bun, qu'est-ce que c'est? Je crois ça fait déjà plusieurs fois qu'on en parle de Ouais, Bun. ouais. Qui est un nouveau runtime, on va dire, ouais, qui est un nouveau runtime JavaScript. Ouais! Alors, Donc, ce n'est non, pas un framework. Un ce n'est framework pas et un un ce n'est runtime, pas c'est q pas la même ce n'est chose. pas qu'une runtime. Attention, attention. Ok. Non, en fait, c'est vrai qu'on en parle depuis depuis un petit moment, donc ça fait peut-être 1 an qu'ils ont commencé à travailler dessus, enfin, peut-être un peu plus. Et puis on avait annoncé la V1, au dernier épisode, je crois. On avait dit: «Ouais, la V1 en septembre et tout». Et c'est vrai que moi, j'avais pas pris la mesure du truc, en fait. Je savais que c'était une runtime, machin, plus rapide, et cetera, écrit en Zig, je crois. Heu, mais en fait, là, il y a donc là, c'est sorti, ça y est, c'est officiel. C'est et officiel. heu et le truc, en fait, je pense qu'on a tout le monde a pris une claque dans la figure. Il y a un gros enthousiasme de la communauté, hein, parce que là, ça, en ce moment, là, depuis quelques jours, ça n'arrête pas de faire des comparaisons de benchmark, machin, PNPM et tout ça. Ouah, c'est hyper rapide et tout. Mais c'est surtout, enfin moi perso, j'avais pas pris la mesure du truc, c'est-à-dire que l'outil, c'est un couteau suisse, quoi. Il te remplace plein d'outils, en fait. Donc, pour revenir, un runtime, en fait, c'est une substitution à Node. En fait, c'est notre Ouais, environnement dans lequel on va exécuter notre JavaScript. Pour la plupart du temps, on installe Node sur notre machine et l'environnement, c'est un environnement Node. Et là, avec Bun, ça sera un environnement Bun. Donc, on ouais, va mais le exécuter notre JavaScript dans cet environnement-là et il est donc beaucoup plus rapide, mais pas que. Il fait aussi beaucoup d'autres choses, c'est ça? bah, déjà la première chose, c'est qu'il est totalement compatible, Node.js. C'est-à-dire tu peux le en fait, tu remplaces Node.js par C'est une Bun. substitution, quoi. Voilà, et tout fonctionne, en fait. C'est-à-dire que c'est les mêmes API, les mêmes, fonctions, et cetera. Donc déjà, ça, c'est une grande, grande force que alors il y en a qui ont comparé avec Deno en disant: «Bah, Deno, ils ont fait des choix dès le début, du tout moins que c'était pas du tout compatible avec, Node et tout ça. Il y avait même pas le NPM, tout ça. Ils ont fait des choix qui ont fait et en fait, certaines personnes disaient: «Bah, Bun, ils ont fait des choix que Deno n'ont pas fait et du coup, c'est pour ça que Bun, d'un coup, là, voilà, il est très bien accueilli et puis ça dépote, quoi. Tu le remplaces en 2 secondes, ton node, et ça tourne, quoi. Ça marche direct. Après, Donc on va en parler, il y a quand même des packages qui aujourd'hui ne fonctionnent pas. Même je crois qu'il y a 95% des API ouais, ouais. Node qui fonctionnent, qui peuvent être substitués. Néanmoins, il y en a 3 ou 4 qui ne le sont pas encore. Et on va dire, la promesse de substitution, elle est pas tout à Ouais, fait c'est sûr. équivalente. Mais en tout cas, ils veulent tendre vers, quoi. Ah, c'est sûr, de toute façon, bah, en fait, on est qu'à la V1 et là, ils se sont pris, une tonne, d'issues, bah, sur le GitHub, sur le projet, tout ça. Donc là, ils ont encore beaucoup de travail et je pense que les prochaines versions, elles vont corriger beaucoup de choses parce que tant que tu l'as pas vraiment lancé en prod, le produit, tu pas vraiment les retours.
Donc là, il va vraiment évoluer. Je pense que la 1.1, la 1.2, tout ça, là, ça va vraiment corriger plein de choses. Et à un moment donné, tout va fonctionner. Moi, je l'ai installé sur un projet. Il y avait du Sharp. Ça déconnait un petit peu au début, et puis j'ai trouvé la solution et ça fonctionne parfaitement. Donc, ouais, après, voilà, ça marche pas non plus. C'est pas tout magique, hein, c'est clair. Mais quand ça fonctionne, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Donc en Ouais, fait, c'est ouais. un environnement d'exécution, mais c'est aussi un transpiler. Alors ouais, en gros, alors je commence. Dans l'annonce là, l'article de l'annonce, il dit ça remplace voilà, ça remplace plein d'outils. Alors je vais t'en citer quelques-uns. C'est Node, Node Mode qui permettait de faire du hot reload là, enfin du watch. .env qui est pris donc les fichiers .env qui sont pris direct. TSC parce qu'il est capable de lire le TypeScript. Il remplace Babel, il remplace ESBuild parce qu'il est capable de builder. Webpack, Parcel, Rollup. NPM, Yarn et PNPM, il remplace les packagers. Il peut remplacer Jest et Vittest parce qu'il peut faire des tests aussi. Donc tout ça, il peut remplacer tout ça. En fait, en gros, notre package.json va beaucoup se réduire en fait si on se met à utiliser Bun, parce Ok. qu'on va enlever tout plein d'outils qu'on rajoutait dans les packages, tout ça, pour faire fonctionner les projets. Donc déjà, ça c'est une bonne chose de pouvoir alléger toutes nos toolings en fait, parce que c'est vrai qu'on avait la JavaScript fatigue qui faisait que on passait notre temps à maintenir notre projet, les outils, tout ça, plutôt qu'à coder des trucs pour nos clients. Ah, c'est clair. Et, et Ouais. là, si tu peux remplacer tout ça et qu'un seul outil peut en faire beaucoup, bah, c'est déjà pas mal. C'est moins de maintenance sur ton projet. Donc ça, c'est cool. Donc ouais, il fait runtime comme tu l'as dit. Donc compatible Node, il fait les Node modules, il est compatible. Il intègre la Web API, donc il y a déjà du fetch, il y a des requests, réponses, form data, tout ça, tous les trucs qu'on peut utiliser dans le navigateur, on peut l'utiliser dans Bun. Ça c'est Ok. vraiment top. Il sait Ah lire le ouais. TypeScript. Ouais, ouais, ça c'est déjà pas mal. Il sait lire TypeScript, c'est-à-dire que t'as pas besoin de compiler quoi que ce soit. .ts, il le lit, pas de problème. Il sait lire le JSX, donc tout ce qui est React, tout ça, il n'y a pas besoin de transformer, il le lit, il n'y a pas de problème. Donc ton code s'allège vraiment au niveau du serveur. Ça c'est pas mal. Il fait aussi bundler, donc il est capable de bundler comme Webpack, tout ça, des fichiers, de compiler tout ça. Il fait package manager, donc il remplace tout ce qui est NPM, Mm. Yarn, PNPM. Et il a aussi comme PNPM un système de cache global, donc il ne va pas dupliquer les packages. Pas mal. Ok, avec un système de workspace ou des choses comme ça, en Il, fait, qui il délimite fait en aussi fait. les ouais, il fait aussi les workspaces, il le gère. L'API de Bun, c'est équivalent à Yarn, tout ça, à PNPM, donc les commandes, c'est les mêmes. Il fait aussi les tests. Il a la même API que Jest et que Vitest, parce que Vitest a les mêmes API que Jest. Donc tu Ouais. peux lancer tes tests avec Bun, donc tu n'as pas besoin de Jest ou n'importe quoi d'autre. Donc voilà, Ok. il fait plein de choses. Et il est extrêmement rapide, surtout. C'est magique. Et en termes de rapidité, sur quoi? Sur l'exécution, tu veux dire? Ouais, surtout en fait, rien qu'à installer des packages. L'autre jour, j'ai installé, bah, je parlais de Sharp, j'installe Sharp, j'ai cru que ça n'avait pas marché en fait. J'ai fait install Sharp et ça a duré même microsecondes. J'ai dit, mais attends, ça n'a pas marché. Et j'ai été vérifié dans package.json et il était bien installé. Donc, pour dire à quel point il peut être rapide. Et après, tout ce qui est exécution, ouais, en fait, tout ce qui est exécution, il est ultra rapide, compilé, la runtime est super rapide. Enfin, voilà. Alors après, Evan You a lancé quelques tweets hier ou avant-hier pour dire attention, parce qu'il y a plein de benchmarks qui sortent là, ça sort dans tous les sens pour comparer les outils, tout ça. Mais il rappelle, oui, que voilà, ça dépend de la connexion, etc. Donc il a fait des tests avec cache, sans cache, etc. pour comparer. Évidemment, il est toujours plus rapide que les autres, mais attention à tous ces benchmarks qui sortent dans tous les sens. Et pour le coup, c'était Matteo Collina, qui est Hmm, un contributeur de Node Core, qui disait justement que oui, sur l'installation des packages, c'est soit plus hmm, rapide, mais en fait, Bun fait un choix d'aller récupérer et de scanner, en fait, d'aller récupérer la version que tu as en local. Et donc, ouais. si tu l'as déjà installé quelque part, bah, en fait, il va la récupérer. Donc, il gagne du temps de ma boule. Pareil sur les types de versions, en fait, il va aller récupérer celle que tu as en local. Mais peut-être que c'est pas la bonne version que tu veux, tu vois. Donc, il y a plein de petites subtilités où justement, bah, ça amène des points de performance, soit, mais des points aussi de vigilance pour être bien sûr qu'on ait la bonne version. Et
Après, on veut surtout, enfin, je veux surtout pas dénigrer le fait que la perf est déjà ouf, quoi. Ah Mais oui. voilà, il y a des petites notions et des petites nuances qu'il faut garder en tête, quoi. Ah ouais, carrément, carrément. Voilà, faut se méfier toujours des benchmarks et des tests de vitesse, tout ça. Euh, voilà, donc super intéressant, outil vraiment. Je pense que ça marque une step en fait dans l'histoire du développement JavaScript, des outils Ah aujourd'hui ouais, bonnes. direct. Ah ouais, tu, Ah tu ben poses le truc, là, oui, toi. oui. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est ce qu'il explique dans l'article d'annonce quoi. En fait, c'est que en fait Node.js, bah, ça date depuis un petit moment, et on a fait que rajouter en fait des outils par dessus. En fait, voilà, notre process pour faire telle ou telle chose, et on a compliqué en fait à chaque fois nos outils, Eh, notre oui, mais process. c'est aussi. Alors, je veux pas me faire l'avocat de Node, hein, mais surtout pas. Ouais, Mais il faut pas oublier aussi que ils ont fait un choix de rétrocompatibilité. Et donc, en fait, oui, ils veulent pas faire un breaking change. Ok, maintenant ça marche plus, faut changer. Ils ont fait un choix. Et on va peut-être parler de la gouvernance après, mais ils ont fait un choix de garder cette antériorité. Et donc, hmm, bah, bien sûr que en fait, ils se trimballent des boulets aux pieds, quoi, parce que bah, ils ont fait le choix de justement de ouais, ouais, garder leur boulet, quoi. Donc, c'est sûr que pour un nouvel acteur qui rentre, bah lui, il a champ vert, quoi. Tu vois, c'est champ vert pour lui total. Donc, il peut faire fi du passé parce qu'il repart sur une techno moderne. Et surtout, il ne doit pas gérer toute la legacy. Ce qui serait intéressant de voir après, c'est comment va évoluer le projet pour voir hmm. est-ce qu'ils font encore des breaking change ou pas, quoi. Parce que dans l'histoire du dev, on en connaît des breaking change qui ont tué le projet. Je pense à Angular quand ils ont fait leur changement. Alors ça n'a pas tué le projet, mais ça leur a fait vraiment mal, quoi. Ça fait très mal. Et là, Next, c'est en train de leur arriver, mais bon, on en reparlera après. Ouais. Euh, Ouais, donc tu fais bien de parler de Node, parce que tu reviens sur, c'est toi qui as mis le lien en fait sur le tweet de Matteo De Collina Matteo. qui répondait à un tweet où Jess phrase, je sais plus comment ça s'appelle, qui disait mais comment ça fait que c'est aussi rapide, parce qu'avant tout le monde s'en foutait en fait de la vitesse, en gros, et donc tout le monde a répondu, et Matteo Collina a répondu en disant voilà quelques raisons comme tu le disais, donc ce choix de rétrocompatibilité, voilà, entre les versions, etc. Tu parlais de gouvernance aussi. Voilà, Et ouais, parce ils que font des choix. moi, Ouais. il y a ça qui me garde, enfin, qui me met des petites lanternes dans la tête en disant, ok, aujourd'hui, c'est Ben, c'est une équipe, qui la finance, quelle est la gouvernance, est-ce que c'est open source ou pas, je ne sais pas. Mais même si c'est open source ou pas, à la limite, c'est pas tant ça le problème, c'est la gouvernance. Si demain, en fait, cette boîte se fait racheter et ils décident de faire des breaking change tous les 6 mois ou tous les ans, qu'est-ce qui va se Mm. passer de nos projets? Et donc, faire une migration vers Bun pour des raisons techniques, je pense que ça se tient. Après, il y a tout cet enjeu de souveraineté et de gouvernance qui, moi, me paraît quand même important. Et voilà, si tu pars pour des projets à long terme, faut être sûr que ça ne bouge pas dans le temps et qu'ils arrivent à une certaine maturité et une stabilité qui rassure tout le monde, quoi. Parce que Ouais. demain, ils se font racheter par un Vercel qui a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui Bah, va se c'est bien passer? possible, ouais. Ça, Tu c'est bien vois, possible. je sais Ou pas, un je sais pas, tu vois. Netlify. Tu vois, je pose ça sur la table parce que, enfin, ce que je vois surtout, c'est qu'un runtime, pour nous, on va dire dev, ok, c'est bien, c'est confort, Mm. mais le gros levier, c'est pour les hébergeurs. Parce que Ouais. avoir un runtime plus fonctionnel, bah, peut-être à toute échelle, ils peuvent réduire la voilure des machines Ah bah c'est sûr. et donc ils consomment moins d'énergie. À la fin, ça coûte moins cher. Enfin voilà, il y a Bah ouais, peut-être ouais. une optimisation à faire de leur côté. Donc si tu veux, c'est un truc qu'on avait déjà évoqué, mais je pense vraiment que le danger pour moi, c'est ça, quoi. C'est que un Ouais, gros ouais. achète et au final, bah,
tue le bébé dans Ouais, l'œuf. ouais, ouais. Ouais, bah, J'espère t'as pas, raison. j'espère pas, vraiment, hein, Ouais. j'espère pas. T'as raison pour le côté écologique. C'est vrai que aujourd'hui on est beaucoup en éco-conception, tout ça, et c'est vrai qu'il y a un côté écologique justement en faisant en consommant moins d'énergie sur les serveurs, tout ça, ça c'est vrai. Par contre, après, c'est vrai qu'on est, hein, c'est soit tu fais comme Node ou je peux prendre l'exemple de WordPress aussi, qui respecte une certaine rétrocompatibilité, c'est-à-dire que tu as un projet qui tourne et il tournera toujours pendant longtemps, même si tu montes de version. Ouais. Ça, c'est un choix. Ou alors, il y a l'autre choix aussi, comme Redwood, qui a fait le choix de faire des break versions. Mais par contre, ils accompagnent les devs pour passer ces break-in change et pour que ça se passe le mieux possible. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Alors souvent, les projets open source, ils font le choix de la rétrocompatibilité. Ce qui, à mon avis, c'est un problème pour faire des évolutions. Mais voilà, à un moment donné, il faut choisir. Mais est-ce que Bun va rester... Enfin, aujourd'hui, c'est pas vraiment open source. Ah, ça peut le devenir, hein, ça peut le devenir si tous on met la main à la poche et qu'ils ont assez de sponsors, tout ça, peut-être. Ou si, à un moment donné, ils ont des difficultés financières, ça sera racheté par Vercel ou Netlify, les plus gros pour les citer, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être pire, hein. Ça peut être une grosse société américaine, Adobe ou je sais pas. Ouais, ouais. Bah après, à voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le projet est quand même hyper sympa. Ouais. Il y a, Il y a quand même des choses vraiment à aller chercher. la doc est bien faite, hein. La doc, toi, il y a plein d'exemples à tête dessus, là. Ouais. Il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de choses, c'est vachement clair. La doc est super, déjà. C'est un bon point, ça, déjà. Mais en même temps, aujourd'hui, on le dit toujours, mais la doc, c'est clé, quoi. C'est vraiment clé Ah, ouais. sur l'adoption. Si votre doc, elle est pétée, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. C'est la doc et la communauté qui va partager, qui va écrire, Mm. qui va rédiger tout, créer tout cet écosystème, quoi. Par contre, on peut pas nier le fait qu'il soit un peu dans la polémique déjà. Donc ça, déjà, c'est bien, ça fait du buzz, ça fait du marketing. On va parler après du marketing de toutes ces grosses boîtes, mais intéressant. Et Yes. attends, t'as aussi, j'avais mis un lien d'un framework basé sur Bun. Ouais, Ok. c'était Elysia.js, voilà, qui est déjà le framework basé sur Bun, hein, c'est annoncé, hein, Ouais, alors là, supercharged by Bun. c'est du early super mega stage, non? Plus ou moins en fait. Je pense qu'ils ont tiré profit des fonctionnalités de Bun, voilà, qui simplifient pas mal de choses, notamment tout ce qui est web API et tout ça. Et du coup, je sais qu'il y a des systèmes de validation qui sont tiers. Euh, il a l'air pas mal, hein, ça a l'air assez avancé. C'est TypeScript, et vu que Bun, c'est lire TypeScript, c'est pas un problème. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs. J'ai regardé vite fait, ça semble intéressant Ouais. comme framework. Après, Ouais. pourquoi je devrais apprendre un nouveau framework alors que c'est juste un runtime qui change, quoi, tu vois? Bah, pour toi, je sais que tu utilises déjà des frameworks avancés, mais pour les personnes qui utilisent encore Express, il est temps Exprès de quoi? changer. Non, Voilà. ben ouais, Express, Express.js, carton rouge, les gars, carton rouge, les gars. qui est encore énormément utilisé Mais, et voilà, non, mais bien sûr, après, tu peux pas nier le fait que oui, il est encore utilisé. Par contre, créer un beaucoup. Ouais. nouveau projet en back-end avec Express aujourd'hui, en 2023, c'est une hérésie. C'est une hérésie. D'ailleurs, si vous faites ça, je vous interdis d'écouter le podcast. Vous coupez là de suite là. Non, Vous écrivez-nous n'avez pas le pourquoi vous droit. le faites. En fait, non, ça peut être super intéressant de nous expliquer pourquoi vous faites un nouveau projet avec Express en 2023. Ça, c'est Parce que super c'est intéressant. parce que mon CTO, il a décidé. Mettez, mettez-nous en C'est commentaire le pourquoi. mec en cravate là qui a décidé en réunion. Voilà. Yes. Allez, on passe à la suite. Astro, donc qui est Ouais. le moteur de Non, c'est générateur de sites statique, statique et non statique, puisque maintenant ils font du rendu serveur, qui passe qui est en passé version 3. exactement version 3, qui est pas. Attends, alors attention, c'est pas une version révolutionnaire qui change tout, parce que de toute façon Astro marche déjà super bien, donc il n'y a pas grand chose à changer, mais juste des choses à améliorer. Non, c'est juste une validation en fait de certaines choses qui étaient en version bêta, etc. Donc En notamment expérimental peut-être. ouais, expérimentale.
Donc il y a plein de choses qui sont validées, et c'est beaucoup d'optimisation en fait. Donc déjà, ils annoncent que c'est le premier framework à supporter la Vue Transition API. Donc il Alors, y en a d'autres qui Alors je suis pas d'accord parce que Nuxt le supporte aussi, etc. Donc voilà, c'est ce que tu allais dire. exactement, c'est ce que j'allais dire. Mais par contre, je crois que c'est derrière un flag expérimental chez Nuxt. Et Et peut-être que voilà. là, maintenant, Eux, il c'est plus l'intègre expérimental. en natif. Voilà, Astro, c'est plus en Ok, expérimental et surtout, c'est hyper simple. ok, c'est hyper Non, non, simple. vraiment. Ah, Ok, mais je sais pas si tu as l'exemple là, tu mets une ligne de code, quoi. Tu mets un component qui s'appelle View Transition, et ça ah, fonctionne. Et déjà, tu as des transitions dans les routes, en fait. Tu rien d'autre à faire, en fait. Et après, tu peux optimiser en mettant des éléments qui bougent, etc. Mais en fait, c'est hyper simple à intégrer. C'est progressif, c'est-à-dire que si c'est pas pris en charge par le navigateur, bah, tant pis, c'est pas grave, ça gêne pas, ça marche quand même. excellent. Donc tout ça, donc ils ont quand même raison, c'est le premier framework officiel à supporter la Vue Transition API. Donc ça, après il y a l'image optimization qui est équivalent à ce qu'on avait sur Gatsby, tout ça, donc qui va te compiler des images, tout ça à la bonne taille, etc. Donc ça c'est officiellement stable, voilà, c'était en bêta en version 2. Et après ils ont optimisé, rendu des serveurs, des components Astro, optimisation du serverless pour tout ce qui est service Vercel, tout ça. Le hot module reload pour le JSX, il est optimisé, et optimisation du bundle de production que tu compiles à la fin, tout ça. Voilà. Donc c'est beaucoup d'optimisation. De toute façon, Astro, ça marche super bien. Donc déjà, il n'y a pas grand-chose à changer, juste des optimisations. Donc, Ouais. Après, moi, voilà, version 3. je suis vraiment fan Mm. de ce concept-là, de faire du statique. Et quand on a besoin de régénérer la page, serverless, et c'est fait une Mm. seule fois, c'est rendu et c'est stocké, le rendu est stocké, quoi. Mais ça, je trouve ça d'une intelligence, enfin, Ouais, c'est énorme. Enfin, c'est vraiment très, 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 très malin, quoi. Alors, selon les frameworks, c'est de l'incrémental, de l'hydratation, de tout ça. Enfin, voilà, ils vont changer de nom marketing, mais ce concept mm. OK, on a une partie en statique, une partie qui est dynamique, et on va stocker la génération pour la resservir plus tard. Très bien, top. Ouais. Après sur Astro, tout se fait simplement et sans marketing entre guillemets, parce qu'ils sont pas accolés un Oui. hébergeur type Vercel ou Netlify, et donc ils sont pas dans ce délire-là de tout faire marketing pour que les gens prennent des hébergements. Donc tout est plutôt simple, et surtout sur Astro, c'est la développeur expérience qui est juste génial, quoi. Ouais. Le truc est tellement facile à prendre en main, logique, la Mais doc est ton super, enfin. rendu, enfin, alors, tu as développeur expérience, mais Ouais. la qualité de ton produit final Ah aussi, oui, oui, tu ah vois, ton oui. rendu final, il est super stylé, quoi. Non, super, super. Vraiment, très, très beau produit. Ça, tu vois, c'est comme Bun, tu vois. Astro, ça a marqué un tournant, tu vois, au niveau des outils. Enfin, c'est mon Et avis, hein, après. Astro lance un nouveau produit qui va s'appeler Astro Studio, Ouais. qui en fait est une version un peu SaaS de Astro pour gérer tes données, c'est ce que je comprends. Bah non, ça a l'air d'être. J'ai pas vraiment compris à 100% ce que c'était, mais ça a l'air d'être un truc pour héberger les sites Astro. Et, il Ok. parle de Edge Data Platform, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est pour les données, mais en fait, je sais pas trop. Ouais. C'est pas Ok. très clair, en fait, mais Alors ça a l'air c'est d'être c'est un. waiting list. Ouais, On c'est waiting verra. list. Donc, évidemment, je me suis inscrit direct. Mais Donc on c'est verra. en 2024, ils annoncent. Donc, ça serait enfin, moi, de ce que j'ai compris, ça serait un hébergement pour les sites Astro uniquement, d'ailleurs. Bah, à mon Voilà. avis, c'est pour gérer le contenu et Ouais, il y aura peut-être le un truc un peu distribuer, quoi. ouais, peut-être comme Nox Studio, tu vois, Et où puis tu peux. et surtout Astro, tout est gratos. Donc à un moment donné, la boîte, faut bien qu'ils fassent un peu de pognon avec ça. Donc ils font un service C'est clair. derrière. C'est le pattern qu'on voit à peu près Ouais, chez tout le monde, quoi. Ce qui se tient ouais. totalement, quoi. Oui, 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 bah de toute façon, à un moment donné, il faut bien gagner sa vie. Mais ils ont quand même dit, là, dans le texte, c'est marqué fruitière, très généreux. Ouais, Généreux. je sais Ouais, plus. c'est un peu Ouais, toujours le cas. generous fruitière, tu vois, il est marqué. Donc ils seront assez généreux quand même, en tout cas au début. De toute façon, nous, on est déjà inscrits, donc on vous tiendra au courant dès qu'on pourra tester. Carrément. Euh, Gatsby, c'est fini?
Gatsby, ça sent le roussi, moi je dirais. Bon, c'est pas très étonnant En puisque même ça a été temps, racheté. bah oui. Voilà, Gatsby Incorporation a été racheté par Netlify. Bah, fallait s'y attendre. Hein, de toute façon, à un moment donné, Cal Matthews, un des cofondateurs de Gatsby, j'ai vu qu'il avait déménagé il n'y a pas longtemps là, donc il a dit, enfin lui, il est parti, c'est bon, il est parti. Ouais. Il est plus du tout chez Gatsby, plus de projet, plus rien, et donc il va faire autre chose. Donc en fait, c'est parti. En fait, ça tacle un petit peu sur Twitter, sur X, mais jamais je dirais X, donc je dirais toujours Twitter. Je préviens. C'est nom est complètement débile. Donc en fait, le 19 août, en fait, c'est Fred Scott qui est le co-créateur d'Astro, hein, on en parlait juste avant, qui a tweeté en disant mais il n'y a pas de commit sur le projet Gatsby depuis 24 jours, en fait. Et disons, étonné, quoi. Un peu partial, tu vois, Hmm. quand même. Un petit tacle. Et du coup, tu as Ward Peters qui était dans l'équipe de Gatsby qui répond bah, écoute, c'est mort, tout le staff est parti, il n'y a plus qu'une seule personne, en fait, qui travaille sur Gatsby. Donc déjà, c'est pas Ouais. très rassurant. Et il dit bah, il n'y a rien de prévu, en fait. React 18, c'est pas prévu dans le tuyau, rien, quoi. Voilà. Ouais, et puis Donc en surtout, gros, tout seul, le gars, et qu'est-ce que tu veux qu'il ouais. fasse sur ce projet-là? Voilà, ça va être Après, compliqué, quoi. de toute façon, ils avaient racheté Gatsby Incorporation, à mon avis, surtout pour le hub data Oui, oui, que- qu'ils carrément. avaient mis en place, qui est maintenant sous Netlify. Donc, ils vont sortir un truc Netlify product, tout ça, et ils ont acheté la techno. Par contre, le moteur Gatsby, je pense que là, vraiment, c'est la fin, quoi. Et Attends, parce que tu m'as pas laissé finir. Attends, Ah, parce que excuse-moi, excuse-moi, tu m'as coupé. excuse-moi, excuse-moi. Non, parce que justement, juste après ce tweet en disant c'est mort, machin, Netlify a répondu mais non, attention, pas de crainte. En fait, Gatsby, c'est super important pour tous nos clients. Si, on va bientôt sortir Gatsby avec React 18, ça arrive, et des nouveaux adaptateurs, machin, tout ça. Voilà. Donc pour dire, à un moment donné, on sait plus trop sur quel pied danser. Attends, il Hmm. n'y a plus personne, mais en même temps, Netlify te dit non, c'est pas fini. Mais Et il n'y a toi, pas comme de tu dis, commit. bon, ouais, il n'y a pas de commit, il se passe rien. Et en même temps, ouais, Gatsby Cloud, c'est fini, plus ou moins, parce qu'en fait, comme tu dis, ça va être mergé avec Netlify pour faire, ils appellent ça Netlify Cloud. Bon, voilà. Ils disent qu'ils vont prendre les meilleurs des deux côtés et faire un seul truc. Tous les comptes Gatsby Cloud gratuits, bah, ils doivent être arrêtés, ils vont être arrêtés. Bon, voilà. En gros, tu sais pas trop. Voilà. Moi, j'ai envie de Et dire. on revient sur ce qu'on parlait tout à l'heure de la gouvernance. Bah, Tiens, tiens, tiens. ouais. Non, mais Gatsby, tu vois, depuis le début, comment il s'appelait on m'avait dit que c'était que les gens qui avaient créé Gatsby, c'était vraiment leur seul but, c'était de revendre la boîte et de faire de l'argent. Aujourd'hui, ça se vérifie, c'était vrai. Voilà. Même s'ils étaient certainement passionnés, développeurs, tout ça, mais ils ont quand même fait Gatsby pour faire une startup qui serait vraiment en mode startup, et on revend à un moment donné et voilà, Ouais. on rapporte de l'argent. C'est malheureux parce qu'on s'est tous investis sur cette plateforme. C'est une plateforme qui quand même, enfin Gatsby reste quand même open source toujours, hein, normalement. Mais aujourd'hui, c'est vrai que si moi j'avais des projets, j'en ai pas, hein, j'en ai plus. Si j'avais encore des projets Gatsby qui tournent, je me poserais des questions, quoi. Je m'inquiéterais beaucoup Bah ouais, hein. voilà. Bon, de toute façon, c'est open source, donc ça va pas disparaître du jour au lendemain. Mais si c'est plus maintenu, enfin, Ouais, mais ou en tout cas moins maintenu, c'est plus le même deal, quoi. Tu vois. bah ouais. Après, Donc tu gères ta legacy seul et, et comme tu peux, quoi. ouais. Donc, Donc ouais, non, voilà. c'est pas du Donc tout surtout, le même délire. ne partez pas sur un projet Gatsby dans les prochains mois. Surtout pas. Bon, donc la note Express, niet, niet. Gatsby, niet, niet. Bon, allez, on passe à la suite parce que Evan Yu, il est pas content contre Vercel. Parce que, pourquoi? Mais Vercel, en fait, ils s'en prennent plein la tête en ce moment. Mais c'est normal, c'est normal. Ils le méritent hein, en quelque sorte parce que bon, Ah, euh, pour- pourquoi tout voilà, ça? ils nous imposent. En fait,
Bah, tout simplement parce que Lee Robinson, il a fait un tweet en disant ouais, si vous voulez migrer de Vite JS, ben venez sur Next.js et on a fait une doc pour vous expliquer comment migrer de Vite à Next. Et forcément, bah, Evan You, ça lui a pas plu. Donc il Ouais. dit non, mais sinon, au lieu de migrer chez Next, bah, vous avez qu'à prendre un meta framework qui est basé sur Vite et ça marchera très bien. Et il y en a d'autres qui ont répondu en disant oui, bah il y a Astro, Quick, Solid Start, Redwood. Enfin, il y en a des tonnes en fait de frameworks qui Ouais. fonctionnent très très bien avec Vite. Donc pour dire arrêtez de nous saouler à un moment donné avec Next.js, quoi, parce que finalement Vercel, leur seul but avec Next.js, c'est de te faire venir souscrire à Vercel, hein, c'est Ouais. clair et net, quoi. C'est C'est donc annoncé. ils commencent un petit peu à saouler. Voilà, c'est annoncé, c'est clair et net. Ils saoulent un peu tout le monde depuis. On en a un petit peu trop de Vercel et de Next.js, et c'est vrai que bah, ça commence à énerver un petit peu tout le monde, et voilà, ils commencent à se prendre des tacles comme ça parce que ils abusent un peu. Ouais, après, Qu'est-ce que t'en penses? c'est tout, Une c'est tout réaction. c'est tout le problème. Mais on revient sur cette question de gouvernance, mais elle est clé en fait, parce que quand ton hébergeur organise et orchestre la vie aussi de ton framework, bah, clairement, tu as un lien direct et si tu veux, tous les choix vont être orientés pour l'hébergeur, parce que c'est avec ça qu'il fait de l'argent. Donc, évidemment, lui, son seul objectif, c'est que tu utilises Next parce que tout a été fait pour que tu le déploies après chez Vercel. Donc, Ouais. en fait, par effet ricochet, en fait, alors, ok, il y a peut-être un tunnel qui s'aplatit, mais plus d'utilisateurs sur Next est égal plus d'utilisateurs chez Vercel. Donc, ils ont parfaitement compris ça en termes de marketing. Donc, le gars, il pousse Next parce que indirectement, il pousse Vercel. Ouais, mais c'est clair. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, si tu veux, que comme tu parles de gouvernance, c'est vrai que Next.js, ils ont fait un choix. On parlait d'Angular, la catastrophe de la V2, mais Next.js, ils sont là en ce moment sur le fil du rasoir parce qu'en fait, la version app de Next.js, la 13, où tu as vraiment du changement avec les rendus, les serveurs components, etc. Il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de soucis sur les migrations, etc. De projets et tout ça. Et c'est vrai que là, ils sont vraiment limite quoi, à se faire pendre sur la place publique parce La qu'en place fait, pub. ils ont fait un choix voilà, qui est vraiment. Ouais, non, mais c'est un breaking change complet. En fait, si tu veux migrer de Next, l'ancienne version à la nouvelle, c'est très complexe. Et il y a beaucoup de gens qui se plaignent, il y a beaucoup de problèmes de serveur component, tout ça, c'est difficile à gérer, tout ça. Et tu vois, en fait, aujourd'hui, tu te dis, bah, on a tous fait du Next.js parce que c'est très poussé par Vercel. Et finalement, il n'y a que Vercel qui contribue énormément à Next.js. Exactement. Et Du c'est coup, c'est eux qui décident exactement. un peu de tout. Et c'est là où je voulais en venir. Et c'est, est-ce que en Et fait tu... la version 13, alors il faut peut-être que je suis complètement parano, mais est-ce que la dernière version de Vercel en fait, pardon, de Next peut être facilement, je dis bien facilement hébergée autre part que chez Vercel? Parce qu'en fait, quand Oui, tu oui, mets tu peux l'héberger ailleurs. des serveurs components partout, en fait, si tu veux, on est très très loin d'un framework totalement agnostique. Tu vois ce que je veux dire? Sur l'hébergement. Sur l'hébergement. Si, si. Contrairement Ouais, à non, un tu autre peux, framework tu peux très utiliser. connu qui est pour le coup totalement agnostique sur l'hébergement et qui vont développer. Ok, tu veux mettre ça sur Cloudflare, sur ton environnement Node, sur ton environnement Bun et machin, tu vois? Je sais pas. Non, non, ouais. Non, non, Next, tu peux l'héberger où tu veux. Tu peux l'héberger Ok. où tu veux. Et je l'ai fait avec des clients. On l'héberge voilà, en France, tout ça, sur des serveurs Node, tout ça. Ça marche très bien. Ça, tu peux l'héberger où tu veux. Après, Vercel, le service est optimisé. Donc Next est optimisé pour Vercel. Donc ils disent toujours que ça marche mieux sur Vercel, etc. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, en fait, tout ça, c'est un peu énervant parce qu'en même temps, tu vois, le marché du dev, en fait, alors je vais parler un petit peu plus globalement. Aujourd'hui, on a beaucoup de devs qui font du React, on a beaucoup de devs qui font du Next. Mais pourquoi ils font ça, en fait? C'est parce que le marché demande des gens qui font du React et du Next. Et du coup, tu te retrouves dans un cercle un peu vicieux, en fait, entre des gens qui apprennent le React et des Next, on en avait déjà parlé, hein, mais des devs qui apprennent Next et React, et des boîtes qui font du Next et React parce que elles trouvent que des devs qui font du Next et React, et des devs qui trouvent que des boîtes qui font du Next et React. Et voilà, on tourne en rond en fait. Ouais. Et
et c'est pas bon parce qu'en fait, tu as d'autres outils qui sont vraiment excellents, Nuxt, Vue, enfin Astro, tout Oui. ça, et qui se retrouvent à l'extérieur de ce cercle en fait. Et en fait, de temps en temps, tu as une boîte qui a un peu voilà, du courage et qui va chercher un autre framework, mais il y en a très peu en fait, et beaucoup de gens font du Next en dépit, quoi, parce que moi je Et exactement. Et après, tu parles de courage, mais il y a aussi une autre vision d'un CTO qui va être hyper pragmatique. Il dit bon, bah, Hmm. on n'a pas une culture de remote. Autour de chez moi, quand je sonde le marché, les développeurs font que du React. Donc, bah, je vais Ouais, baser ma techno sur du React parce que j'ai besoin de développeurs locaux. Et autour de chez moi, j'ai que des mecs qui font du React. Donc, moi, ça me plaît, tes nouveaux frameworks, machin, mais de manière très pragmatique, bah, autour de chez moi, j'ai que des mecs qui font du React. Donc, je vais faire mon choix de React, même si ça me saoule, même si tout ça, tout ça. Tu vois, donc, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et je suis le premier à regretter ce choix-là. Euh, mais il y a une réalité de marché, ouais, et ouais. justement, c'est pour ça que les mecs comme Lee Robinson, ils poussent à faire du marketing, à pousser, à pousser, à pousser, à pousser dans tous les sens pour imposer leur vision, pour que ça devienne un standard, pour que, et en fait, forcer la main ouais, pour devenir un standard, en fait. Et comme ça, Ouais. le marché, en fait, se plie à leur vision, quoi, à leur Ouais, produit. ouais. Complètement. Moi, C'est triste, j'ai hein, mais l'exemple, tu vois, de. Alors, j'aimerais bien que quelqu'un de. J'avais envoyé un message, mais Greenwiz, le site qui vend du bio, tout ça, machin. À un moment, eux, ils cherchaient des devs pour faire du Next. Et puis, quelques mois après, ils cherchaient des devs pour faire du Next. En fait, j'ai eu l'impression, à un moment donné, qu'ils trouvaient personne pour faire du Next qu'ils et ont qu'ils se sont switché. rabattus sur. Ils ont switché sur Next, et c'est vrai que moi je connais quelqu'un qui a bossé chez eux pour faire du Next et du React en fait. Et j'aimerais bien que, alors si le CTO de Greenwiz nous entend, nous écoute, ou quelqu'un, un dev de chez Greenwiz, on aimerait bien avoir voilà, un Des retour retours d'expérience. d'expérience par rapport à ça, savoir est-ce que c'était compliqué, Next, tout ça. Parce que voilà, c'est un cas typique de société qui a dû se rabattre sur une techno parce qu'ils ne trouvaient pas de développeurs. Et après, il y en a d'autres qui sont courageux. Je prends le site On Running. Je ne sais pas si tu connais la marque de running On, les chaussures suisses, tout ça là. Bah, eux, leur site de e-commerce, il est fait avec du Next. Et franchement, allez voir le site On Running. Franchement, il déchire le site, quoi. Donc, Trop bien, trop bien. c'est dommage parce que franchement, alors, attention, j'aime beaucoup Next. Parce que là, j'ai des clients avec qui je bosse pour faire du Next. Ils vont dire, non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, non, j'aime. Qu'est-ce qu'il nous a. Non, non, Next, c'est top. Il y a des super concepts, etc. C'est un super outil. Attention, je dis pas que c'est pas bien, hein. Next, c'est très, très bon. Par contre, c'est dommage de se cantonner que sur du Next et de rester là-dessus. Il y a des super outils, Next, Vue, avec Pinia, tout ça. Enfin, voilà. Franchement, ça, voilà, c'est dommage. Essayez autre chose que du React, quoi. Et néanmoins, pour ceux qui veulent rester sur du React, Ouais, tout le monde, on parle de plus en plus des serveurs components, et ouais. tu as le petit Canadien, enfin je dis pourquoi je dis petit, Petit, il est pas petit. je sais pas pourquoi, je sais pas. En tout cas, le Canadien Josh Como qui a fait pas mal de tutos et qui est hyper Ouais. pédago, qui a fait un super article il nous explique la raison du pourquoi, de comment les utiliser, de tous ces React Components. Ouais, ouais, il part du server-side rendering à l'ancienne, et puis après il explique les components, l'évolution, tout ça. Intéressant, Toujours des articles super intéressants de Josh, ouais. Je sais carrément. pas quelle taille il fait. Je sais pas s'il est petit. Je sais pas pourquoi je dis ça, je sais pas, j'ai aucune idée. Aucune idée. Euh, toujours dans le même, dans la même lignée, en fait, il y a une librairie qui s'appelle MillionJS, qui Yeah. en fait a pour but d'avoir un rendu plus rapide et Ouais. de, Ça, euh, de- rempl- ça Vas-y, remplace vas-y. en fait ça remplace le Virtual DOM de React en fait. Voilà. Et du coup le rendu est différent et il est 70% plus rapide. Donc alors là, Waouh. c'est toi qui avais trouvé ce lien. Je suis assez étonné. Mais c'est possible, hein. Après, j'ai pas essayé, mais en fait, alors d'après le code, tu wraps un petit peu ton component pour que ça le prenne, ça change le rendu, le Virtual DOM. Parce que rappelons que React a un système de Virtual DOM qui est complètement
codé en fait, c'est pas un système du browser ou truc comme ça. Et ça le remplace et donc ça a l'air beaucoup plus rapide. Alors à tester, après je sais pas trop ce que ça vaut, mais À voir. surprenant. 70% plus rapide, c'est quand même fou, quoi. Tu t'imagines ça avec Bun? Alors là, c'est trop, Bah, trop, le trop truc, rapide, quoi. C'est c'est bien, c'est beaucoup, bien, c'est bien. beaucoup, beaucoup trop rapide. Et si en plus on utilise un éditeur, un IDE qui est spécialisé pour faire du peer programming et qui va nous coder tout à notre place, alors là, on devient des master dev en fait. Ah, attention, ouais, oh, oh, il va pas coder à ta place, hein. C'est juste Non, non, non. Pour le coup, Cursor, c'est un éditeur de texte, donc un IDE qui embarque nativement du peer programming ouais. avec une IA, c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait, il est basé sur, enfin, c'est construit autour d'une IA et du coup, tu as vraiment, une intégration complète. Donc l'interface ressemble vraiment à VS Code, hein, ça te change pas trop et par contre, tu as, plein de fonctionnalités, et il va analyser ton code, il va t'aider, il va te suggérer et cetera. Donc c'est vraiment, d'après certaines personnes qui l'ont testé, ils ont été assez bluffés. Ok. Et Heu, c'est dans la même lignée que Copilot ou c'est apparemment, un ça va peu plus beaucoup plus poussé? loin, ça va beaucoup Ok, plus loin parce qu'il analyse vraiment, tout ton projet en quelque sorte et d'accord. après il est capable de te générer des choses, par rapport à ton code, en fait, par rapport à un package, par rapport à donc il est ouais, ça va beaucoup plus loin, en fait. Si tu veux, Ok, il analyse vraiment ton projet. Ce que fait pas vraiment, Copilot, en fait, hein. Copilot, il te suggère des choses, tout ça, mais des fois, il te suggère des trucs complètement débiles, tu sais pas d'où ça sort d'ailleurs. Mais ouais. Alors pour le coup, je sais pas si toi tu l'utilises, mais moi je l'utilise quand beaucoup, même ouais. pas mal. Ouais, moi je suis fan. Et alors peut-être que c'est mon sentiment, hein, mais plus je l'utilise, et en fait, moi le sentiment que j'ai, c'est il est de moins en moins débile, en fait, tu vois. Et ce qui me propose est de plus en plus pertinent. Et donc, tu vois, je sais pas s'il y a de l'apprentissage là-dedans ou pas, ou c'est juste l'outil, ou enfin, je sais pas ce qu'il y a derrière. Néanmoins, force est de constater que parfois j'ai des trucs quand même qui sont hyper bluffants, quoi. Tu fais Bah waouh, et quand tu lui poses waouh. quand tu lui mets le bon commentaire de ce qu'il doit faire, il est capable de sortir un code, proche de ce que tu ferais et après tu as juste 2-3 corrections à faire. Par contre, des fois, enfin moi, il me suggère des fois, je vais rien demander et il va me suggérer un code, je sais pas d'où il sort de l'espace et je Ouais. lui dis: «Mais qu'est-ce que Et tu veux? là où Qu'est-ce que moi tu je veux, suis quoi?» vraiment bluffé, c'est justement Ouais, c'est sur l'autosuggestion où en fait j'ai même pas marqué de commentaire, j'ai rien fait du tout. Et ouais. lui, il me propose un truc et c'est exactement ce que je voulais faire. Et donc là, Ah je me ouais? dis, OK. ouais, Bah, peut-être que je fais trop de trucs différents et il arrive pas à analyser mon code. peut-être, je sais pas, mais en tout cas, ouais, j'ai quand même été assez bluffé. Ouais. Non, non, mais Toujours. Copilot, c'est top, hein, Copilot, hein, Et rien à dire. donc Cursor, par contre, c'est payant. Donc il y a une grosse base Ouais, il y a une possibilité de l'utiliser en free. ouais, Et pour après, tester, c'est ouais. 20 Mmh. euros par mois pour. Bah, ce qui est normal puisqu'il y a une connexion avec, GPT-4, tout ça, donc Ouais, à un moment donné, tu es obligé de payer quand même l'API, quoi. ouais, Je pense que c'est surtout pour ça. À ok. tester, hein, la version free et puis voilà, après, chacun se fait son idée, mais son Ok. IDE, j'ai envie de dire. À Ouais. tester. À tester. Ok. On reste dans l'IA avec un nouveau langage de programmation qui est dédié justement à l'intelligence artificielle, qui en fait combine, alors leur baseline, Ouais. c'est qui combine du Python avec la performance du C. C'est plutôt intéressant. Ça s'appelle Mojo. Intéressant. Après, c'est un nouveau langage, donc je crois que ça me paraît assez proche du Python. Donc, je pense que c'est Ouais. vraiment pour les personnes qui sont vraiment orientées data, quoi. Enfin, beaucoup de librairies de Ouais. data en fait sont faits en Python. Oui, ouais, ouais, donc ça ne changera pas trop. Ouais, c'est pas mal. Bon, un truc, voilà, orienté un langage orienté IA, donc c'est bien. Après, À j'ai pas trop tester. regardé en détail. Ouais, à tester, ouais. À tester pour et puis surtout voir aussi l'évolution du projet, la viabilité et en termes de performance et surtout la substitution, quoi. C'est est-ce qu'on peut migrer des librairies qui tournent en Python, les faire migrer là-dessus pour justement gagner en performance. Mais t'as vu, je sais pas si t'as suivi l'histoire des injections.
et d'IA, là, les prompt injection au niveau Non? des IA, non? Non, Bon, il y non, a tout c'est un quoi? Vas-y, vas-y. ouais, pour résumer, en fait, avec les IA, en fait, qui en fait du code dans le prompt, et du coup, ça te fait changer complètement le comportement de l'IA, en fait, et il est capable de t'injecter, des malwares, tout ça, en fait, voilà. C'est un truc Ah, assez, flippant et apparemment, c'est pas possible de solutionner ça facilement, donc voilà. Tu regardes, il y a quelques vidéos là-dessus, c'est intéressant, c'est très flippant et moi, je me méfie beaucoup des IA, en fait et du coup, je me méfie encore plus. D'ailleurs, ça me fait penser, tiens, j'avais pas mis le lien, Fig qui était plus ou moins IA, puisqu'il te suggérait des ouais. choses, et cetera. Fig a été racheté par, Amazon. Je sais pas si tu avais suivi? Merci, au revoir. C'est fini, donc Fig n'existe plus. Euh, Voilà. Alors après, moi, ok. je l'avais désactivé sur mon ordi, hein. Déjà, je suis pas trop fan des choses qui écoutent un peu ce que tu tapes, tout ça, d'un côté, donc je le mettais pas en route. Voilà, maintenant que c'est Amazon, c'est fini, quoi. J'ai déjà désinstallé, c'est terminé, quoi. Il y a beaucoup de télémétrie et bon après c'est leur techno qui va être intégré directement Ouais, dans, dans leur dans leur CLI quoi. ouais, Yes. Après, pour revenir sur des trucs un petit peu plus pratico-pratiques ouais. avec de l'IA, il y a quand même beaucoup de buzz. Il y a beaucoup, c'est la tendance. Voilà, c'est ChatGPT, OpenAI et tout ça. Euh, donc, on dit, OK, il y a une tendance avec de l'IA, mais dans notre vie quotidienne, on va dire, on ne peut pas dire que ça révolutionne beaucoup de choses. Peut-être, et je dis bien peut-être, que ça peut changer des choses sur les moteurs de recherche. Je Ouais. m'explique. Sur Melisearch, donc, qui est un moteur un moteur de recherche à la manière de Elasticsearch, où on va injecter des documents et on va faire du full text search. Donc voilà, je vais taper Gant. S'il y a Gant quelque part, bah, ce document va ressortir en premier et ça de manière très 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 rapide. Par contre, ce n'est basé que sur des mots. Et, euh, et donc l'IA va changer un peu plus de choses et en fait ils viennent intégrer cette notion de recherche sémantique. Et en fait, pour ce faire, ils vont prendre un document. Ce Mmh. document, on va le passer dans un modèle classique. On va en sortir en fait une chaîne de vecteurs, enfin Mmh. un vecteur qui est en fait une chaîne de chiffres qui en fait est une sorte de représentation graphique. Donc si on voudrait représenter le truc, on imagine un graphique XY Mmh. avec des points et en fait, chaque objet va être des points. Et la recherche sémantique va aller chercher en fait ces clusters, ces groupes de points pour aller faire des rapprochements. Donc ça va être super intéressant pour aller faire trouver des objets similaires, des objets de substitution ou des recommandations. Un exemple typique, c'est OK, je tape gant. Par contre, si dans mon objet, il est référencé sous protection des mains contre le froid, et il n'y a pas le mot gant, en fait, la recherche sémantique va faire la liaison entre l'objet gant et l'objet protection froid Mmh. des mains. Et c'est là où c'est super intéressant. Parce que Ouais. justement, en fait, ça s'appelle un embedding. Donc on prend l'objet, on lui sort une représentation vectorielle. Cette représentation vectorielle va être prise en charge par le moteur de recherche Mmh. de Melisearch pour pouvoir faire en fait des associations à la fois basées sur le texte, donc le mot Ouais. gant, mais aussi la sémantique et la proximité en fait de ces deux points vectoriels. Et Mmh. là, je pense qu'on est sur un truc assez intéressant Ouais, et carrément. surtout une application concrète en fait de l'IA. En plus, ce qui va être intéressant, c'est que la représentation vectorielle de l'objet, cet objet, on va pouvoir indexer en fait des MP3, des documents,
évidemment du JSON ou du CSV ou des choses comme ça. Mais en fait, Mhm. on va pouvoir intégrer d'autres types de documents pour justement en fait faire ce rapprochement sémantique. Et donc, enfin, moi, j'y vois un truc quand même super pratico-pratique et applicable directement et pas un truc totalement mystique où on discute avec un bot. Voilà. Non, là, Ouais. ça me paraît un petit peu plus sensé et applicable. Donc, une utilisation de l'IA au quotidien qui peut être super intéressante. Mais carrément. Écoute, enfin une vraie application qui est pas un truc à la noix de enfin franchement, là, ouais, c'est super intéressant, ça devient super puissant, hein, tu m'entends? Ouais, là, ça a coupé pendant quelques secondes. Ouais, tu Ah disais? OK. Je disais, est-ce que ça marche déjà chez, Mini-Church? C'est déjà Oui, disponible? absolument. En fait, ça marche déjà. C'est derrière Un flag? ouais, un flag expérimental. Mais si on active en fait cette fonctionnalité, D'accord. le moteur de recherche va supporter en fait l'acceptation d'un nouveau type de données. Parce que Mmh mh. voilà, on connaît les strings, les booléens, les machins, tout. Là, en fait, c'est un nouveau type de données qui est une base vecteur en fait, où voilà, c'est ouais, tout simplement. Donc, on va dire aujourd'hui toutes les databases essayent d'avoir cette micro-extension qui nous permet en fait de venir intégrer ces nouveaux types de formats, ce qui rend en fait l'utilisation de l'IA totalement possible avec cette database. Donc sur Postgre, on va avoir PG Vector. Mmh. Sur Redis, c'est déjà c'est pareil, on peut aussi nativement l'utiliser. Dans Melisearch, ils l'ont intégré. Et après, il y a toutes les bases de données en fait qui sont dédiées et spécifiques justement au stockage et à l'utilisation des données parce qu'elles viennent intégrer justement ce fameux format. Et après, ce format vectoriel, bah, qu'est-ce qu'on va en faire en fait? Est-ce que je vais requêter de la donnée selon un vecteur spécifique? Donc voilà, il y a toute cette hype aujourd'hui sur toutes ces bases de données qui sont spécialisées dans l'IA. Et en fait, elles sont spécialisées dans le traitement vectoriel et de faire des rapprochements, des groupements. Et pour le coup, moi, je suis assez fan de Melisearch. Mais le fait qu'ils utilisent et viennent encapsuler en fait et intégrer cette capacité à traiter les vecteurs Mmh. au sein de leur moteur de recherche, bah, ça évite d'avoir un nouvel outil pour intégrer ça. Et surtout, une application concrète pour un site de e-commerce, c'est la substitution de produits, la recommandation client, c'est-à-dire, ok, t'as acheté X, Y, Z, bah, y a beaucoup de gens ont acheté aussi ça, donc on va pouvoir te suggérer ça. Et en Mmh. fait, au lieu de faire de la recommandation sur des algos, là, on va prendre en compte la sémantique. Donc, on a un Mmh. champ beaucoup plus large et donc assez Ouais, ouais, ouais. intéressant, quoi. Ouais, tu peux faire ouais, ouais. Tu peux faire des suggestions automatiques, ou même pour un intranet d'entreprise, recherche de documentation, ça va chercher partout dans tous les documents. C'est ultra puissant, en fait, ultra puissant. Exactement. Ça fait les images aussi? Ben, en fait, tu peux intégrer ton format. Après, en fait, Ouais, ouais, c'est toi qui décides, quoi. Mmh. exactement. En fait, tu vas lui injecter des documents et ces Ouais, documents, en fait, vont être traduits par une séquence vectorielle. Donc, c'est des chiffres ouais, totalement inintelligibles quand tu la vois. Par ouais, contre, ouais. il faut vraiment voir ça comme une représentation graphique sur ce que je Waouh! t'expliquais. Et après, en fait, Ouais. bah, tu vas, OK, ça t'apparente à des arbres, à un paysage, à un machin. Et donc, en fait, ça va être classé Mmh. et ça va créer des clusters. Et donc, tu pourras aller récupérer ces données selon les clusters. Donc, non, c'est Ouais, ouais, super ouais. intéressant, quoi. Ultra puissant, ultra Ouais, puissant et puis tu ultra puissant. profites de la rapidité de Mini-Cherche dans les résultats, tout ça. Exactement. Ouais, super, super. Beh, bravo Mini-Cherche. Mais Bravo. grave, mais grave. Et attends, il y avait aussi, Dis-moi.
On n'a pas parlé du crawler aussi. Ils ont un système de crawl. Alors, au-delà de Ah ça, oui, un peu plus simple, mais, mais oui. pratique quand même. En fait, ils ont mis en place un système de crawler directement où tu leur donnes directement ton site, ton index, tu crées ton index et soit en fait tu vas directement importer, enfin, soit tu fais le choix d'importer tes documents, soit en fait tu leur donnes ton site et lui en fait il va parcourir ton site et il va indexer directement. Donc, pour le coup, bah, c'est Voilà. encore plus facile pour indexer de la doc et, avec leur système Voilà, ouais. de cloud, quoi. Donc, pour le coup, c'est Mm. vraiment hyper simple. Et si on veut mettre la petite barre de recherche, pareil, ils ont un espèce de tuto avec des composants qui sont prêts à l'usage et prêts à l'emploi. Ouais, c'est hyper pratique pour tout ce qui est site statique, tout ça. T'as même pas besoin de Et ouais. t'embêter à. Donc, on va mettre ça sur le site double slash du coup. Ouais, mais est-ce qu'on fait un embedding des MP3 ou on fait la transcription ou qu'est-ce qu'on fait? Ah, peut-être qu'on va aussi. Ah ouais, on va faire du Mmh, vecteur. on va en Ah, à voir, parler, à voir. on en Ouais. parlera, on en parlera. Mais en tout cas, ouais, on va dire tout l'écosystème Melisearch sur le cloud en fait se développe. Ils ont fait aussi une intégration en one click sur la marketplace de Vercel. Donc voilà, Super, ouais, franchement. en 2 temps, on a développé ça et ouais, on a popé un moteur de recherche via leur cloud en 3 clics, quoi. Donc c'est hyper Super, ouais. rapide et hyper facile à mettre en Ouais, place. super produit, mais ils cherchent. Pour rappel, c'est français et on avait fait un épisode. Alors, faut rechercher dans les anciens Exactement. épisodes. On avait reçu un des cofondateurs et puis un des Un devs, dev, je ouais. crois, Ouais, voilà, exactement. qui sont super sympas. Et donc, c'était il y a quand même 1 an ou 2. Donc, c'est toujours intéressant de réécouter, voilà, où ils en étaient il y a 2 ans et puis de voir aujourd'hui le Où ils en sont. produit est, Ouais, c'est ouais, clair. hyper évolué. Ouais, ouais. Allez, on passe à la suite sur les recommandations ou en tout cas le W3C qui nous parle Mhm. de CSS où ils vont intégrer la view Bah, ils transition. ont, ils ont dit tout simplement, ils ont tweeté en disant, bah, hey, les développeurs de browser, eh ben, allez-y, implémentez maintenant la view transition en level 1 parce que voilà, il faut le faire, c'est parti, voilà, c'est candidate recommendation. Donc du coup, ça veut dire que dans les prochaines versions, on va pouvoir enfin avoir la view transition sans le flag en fait. Donc Ça, très c'est bonne cool. nouvelle. Ouais, c'est très cool et très bonne nouvelle Après, parce que ça arrive vite quoi. bah, et puis de toute façon, maintenant, avec, on va dire, l'auto-update des navigateurs, hein, l'adoption se fait quand même relativement rapidement, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. Ça veut si, dire si on a un que alignement des planètes entre ouais. les frameworks, les browsers et les recommandations type W3C, normalement, on a l'alignement des planètes pour que ça aille relativement vite, quoi. Ouais, ouais, carrément. Et ça veut dire que là, tu peux implémenter aujourd'hui dans un site des choses en view transition, enfin des éléments. Si ça marche pas de suite, c'est pas grave, mais peut-être dans 3 mois, ça va marcher. Donc, tu vois, quand ça sera Ouais. disponible. Donc, Au faut pas moins, tu hésiter à l'as. travailler dessus. Mm. Yes, ça marche. Pareil, Chrome 117 qui passe La en version version bêta, bêta. donc juste avant de sortir la future version. Plein de nouveautés, mais moi, ce que j'ai vu, c'est le CSS Subgrade. Alors là, j'ai fait waouh, enfin, on l'attend Ok. tous. Ça, c'est comme les View Transition, on l'attend, tu vois. C'est de Et pouvoir tu peux nous positionner réexpliquer, correctement, quoi. est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est les subgrades? Bah, en fait, c'est quand tu fais une grille avec t'es dans un e-commerce, tu fais une grille de produits, en fait. Bah, dans chaque item, en fait, tu peux pas vraiment positionner les éléments. Si tu as un texte qui est un peu plus haut que les autres, tu vois, ça va tout décaler, tout ça, ils sont pas tous à la même hauteur. Et en fait, dans ces items, en fait, les subgrids tu pourras faire subgrid sur cet item et décider en fait de la grille interne de cet élément et positionner correctement le texte, le titre, l'image, etc. Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui et ce qui est compliqué en fait quand tu as une liste en fait de pouvoir. Il suffit que tu aies un titre qui soit sur 2 lignes et tout le reste sur tous les autres titres sur une Et ligne là, et ça là le pète. truc est tout pété quoi. Ouais. Et là bah grâce à ça on pourra positionner correctement les éléments et les designers sont super heureux. Voilà. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ouais, ça arrive. Alors, Safari, pareil,
qui passe en preview Ouais, sur certaines. 177. Donc, Safari, en fait, c'est mis à jour. Alors, pour rappel, Safari, c'est mis à jour à chaque version d'iOS ou comment il s'appelle sur l'ordi, je sais plus. Desktop, macOS en version X. desktop. Ouais. Ouais, et du coup, il y a quand même des previews qui sont. Enfin, si vous avez un Mac, vous pouvez mettre la preview sur votre Mac pour voir ce qui arrive, tout ça. C'est possible, c'est disponible et il se met à jour automatiquement à chaque release. Il y a pas des trucs de ouf, c'est des corrections, voilà, il y a tellement de corrections, j'ai envie de dire, sur Safari, mais à faire. Mais là, il y en a des nouvelles qui arrivent. Et normalement, je crois que c'est ce soir, non? Il me semble que. On est 12 septembre. Il me semble que ce soir, il y a une Apple Conf, non? Ouais. Donc peut-être que nouvelle Au, iOS qui au arrive, tout moment ça, où le machin. podcast sera sorti, vous pouvez écouter la keynote, ouais, c'est sûr. Ouais, voilà. Apple Euh, Pay qui arrive dessus, donc on pourra connecter les paiements. Ah, ok, directement depuis Safari Voilà. Desktop. Mm. Excellent. Allez, on fait un petit Ouais. tour sur toutes les librairies. Là, on va peut-être brosser un petit peu plus rapidement, mais il y a plein de librairies qui se sont mis à jour, et qui sont plutôt pratiques. Je pense à un framework pour gérer les formulaires. On sait que les formulaires, ça peut être très vite compliqué sur la validation, sur évidemment le design, mais comment tu gères les erreurs, comment tu gères les choix, tout ça, ça peut être très compliqué. Et pour le coup, FormKit, en fait, vient faciliter grandement cette génération Mm. de formulaires. Ouais, carrément. Il y a un petit décalage là. Ouais, Tu m'as perdu. mais pour le coup, c'est assez intéressant, c'est hyper structurant et on peut aussi faire de la génération de formulaires à la volée. C'est-à-dire tous ces composants, en fait, sont générés à la volée à partir d'un fichier de config JSON. Donc potentiellement, on peut faire un peu de la méta programmation où en fait on vient spécifié dans un JSON et derrière, au moment du build, c'est rendu par rapport à tous les choix qu'on a Ouais. écrits. Et donc, il y a une certaine consistance. Voilà, il y a plein de fonctionnalités intéressantes sur les masques. Voilà, on veut mettre un numéro de carte bleue, un numéro de sécu, un numéro de téléphone de tel pays. Voilà, tout est intégré. Évidemment, on peut designer avec Tailwind. On peut faire sans Tailwind. Si les gens ne veulent pas utiliser Tailwind, on peut faire sans. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc, framework qui passe en version 1, donc stabilisé. Voilà, c'est plus du bêta. C'est officiel, quoi. Ouais. On parle, C'est. Mm. on parle Il y a un de méga décalage, Radix. hein. Ouais. Ouais, je te laisse parler. Ok, Radix qui passe, qui est une librairie de composants qui pour le coup vient mettre vraiment un gros focus sur l'accessibilité. En clair, c'est des composants qui sont totalement agnostiques de design et ils vont être purement accessibles et euh, avec une grande possibilité de pouvoir les customiser comme on veut à travers soit des thèmes. Là, on voit différents exemples où on va pouvoir choisir quel thème on va pouvoir appliquer. Alors évidemment, des choses un peu plus stylisées, mais en tout cas, toute cette librairie en fait de composants est Mm. totalement agnostique et surtout avec un gros focus sur l'accessibilité qui, Ouais. comme dirait Patrick, n'est pas la partie la plus intéressante ou la plus développée chez les développeurs. Non, ouais, ouais. Tu m'entends là, c'est bon? Ouais, Il y a c'est plus de bon. décalage. Ouais, en fait, Radix, c'est vraiment très, très focus sur l'accessibilité. L'accessibilité, c'est très, très important et c'est même obligatoire, je rappelle, sur certains sites de l'État, etc. D'ailleurs, ils commencent à se prendre des amendes parce qu'ils ne sont pas des sites accessibles forcément au niveau du gouvernement français, mais les autres, c'est pareil. Donc, c'est hyper important. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens voilà, qui ont des problèmes de vue, de mobilité, tout ça, donc ils naviguent avec le clavier, etc., ou des lecteurs d'écran.
Donc, c'est hyper, hyper important. Donc, Radix UX, c'est vraiment optimisé pour l'accessibilité. De base, c'est sans style. Et ils ont sorti ces thèmes qui permettent de rajouter des styles parce que c'est pas forcément pratique de devoir à chaque fois rajouter du CSS, tout ça pour des éléments. Yes. Donc, c'est assez. Mais c'est un super. Donc, Radix existe depuis quelques temps, c'est pour React. Par contre, Voilà. exactement, c'est ce que je veux dire, c'est pour React et je crois qu'il y a l'équivalent en fait qui est sorti pour l'écosystème Vue et ça s'appelle OQ. Au cul, ouais. Donc ça nous fait rire, nous, en tant que Français. Mais ouais, c'est l'équivalent de Radix en version Vue, donc compatible Next, tout ce que tu veux. Et voilà, c'est des components qui sont pas stylisés, qui sont accessibles, etc. Donc voilà. Quand vous faites des applications destinées à un large public, c'est intéressant d'utiliser ces librairies parce que vous avez des components qui sont déjà accessibles. Donc vous n'avez pas à vous prendre la tête pour ajouter les labels, tout ça, la navigation au clavier, parce qui est assez complexe quand même, faut le dire. Voilà, donc faut pas hésiter à utiliser ce genre de librairie parce que c'est vachement plus simple. Et pour le coup, on voit vraiment une tendance aujourd'hui sur toutes les librairies qui, pendant très longtemps, je pense à Vuetify qui était basé sur Material Design, je pense à Bootstrap, où en fait il y avait vraiment cette fusion de la fonctionnalité et du design. Et donc, dès qu'on voulait bouger un des deux piliers, on venait en fait vraiment entamer l'intégrité du composant. Alors que maintenant, on a vraiment dissocié les deux pour justement, ok, la partie fonctionnelle, c'est une checkbox, c'est un input, et la partie design pour pouvoir en fait jouer sur les deux tableaux. Et donc, c'est assez intéressant. Et dans le même délire, pour ceux qui font du PHP, Laravel, pardon, qui est Blade UI Kit, qui est en fait une librairie. Une librairie aussi, pareil, ouais. Ouais, pareil, librairie de components, parce que dans Blade, en fait, dans Laravel, tu peux faire des components que tu appelles X-machin. Et en fait, du coup, là, c'est une librairie avec plein de components prêts à l'emploi. Tu as un Countdown, tu as plein de choses, Matchbox, voilà, il y a plein d'éléments. Et c'est assez pratique parce que ça t'évite de réinventer la roue à chaque fois, tout ça. Donc, bien sûr. Il y a des icônes, tout ça. C'est vraiment pas mal. Ok. Top. On parle d'une librairie qui s'appelle Slide Dev, qui est poussée en fait, qui va nous permettre de générer des présentations directement depuis des fichiers Markdown, c'est ça? Ouais, alors c'est pas nouveau, hein, comme tu le disais tout à l'heure. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau, mais j'avais envie d'en parler parce qu'en ce moment je prépare une conf et je me suis mis sur ce système et en fait il est hyper simple à prendre en main et super efficace, hallucinant en fait et tout est incorporé en fait. Hein. T'as vraiment plein de choses incorporées, il y a des thèmes, tout ça. C'est Donc au basé quand début, même sur du Markdown, ça c'est la base. ouais. Après, en fait, on va pouvoir styliser, on va pouvoir intégrer des icônes, on va pouvoir intégrer des vidéos, des choses comme ça. Et Du surtout, il y a code, un export. etc. Il y a un export qui est sympa aussi. Ouais, après, j'ai pas encore exporté ma conf, mais ouais, il y a plein de choses, quoi. T'as du code, tout ça. Donc, c'est vraiment, on va dire, c'est pour nous les devs quand on fait des confs, des talks ou tout ça. Donc, Ok. et surtout, c'est facile et c'est super facile, en fait. Au début, j'ai un peu flippé. Je me suis dit, ah, je vais peut-être pas me mettre sur un nouveau truc, machin, tout ça. J'ai pas le temps. Puis finalement, je me suis mis. Et puis, en fait, c'est hyper simple, en fait. Tu fais un fichier Markdown, tu rajoutes, tac, tac, tac. Et ça te fait les slides, machin, tout ça. Tu fais la transition. Puis, donc, Et donc, c'est vraiment page efficace. 1, page 2, page 3. Par contre, c'est que sur un seul fichier Markdown, c'est ça? Ah, tu peux faire des fichiers séparés si tu veux et les intégrer que sur un seul si tu veux, slide.md et puis c'est ce que j'ai fait moi. Donc ça te fait un truc hyper long, hein, mais on s'en fout en fait parce que après ça Ouais. marche quoi. Ok, Ah, c'est cool. pas mal. Intéressant. Le site de la doc est plutôt sympa, non? Toujours. Ça marche. Mais c'est ton pote Anthony Fou qui a fait ça, je crois. Alors, c'est pas mon pote, mais c'est en tout T'es cas un grand fan, hein. quelqu'un. Voilà, c'est quelqu'un que je suis parce qu'il contribue énormément à la communauté. Et Je sais pas comment il fait d'ailleurs. je, Il doit pas dormir. je pense qu'il dort pas. Peut-être c'était une AI, hein, c'est une intelligence artificielle qui il n'existe pas en fait. Tu sais, au Japon, des fois, ils font des chanteurs virtuels. C'est peut-être un codeur virtuel. Non, pour le coup, il est vraiment concret. Non, très intéressant. Très intéressant.
Allez, petite, même si je pense qu'on est tous fatigués de toutes ces confs, néanmoins, il y a deux, trois événements qui peuvent être sympas. Il y a la conférence Redwood JS qui aura lieu fin septembre. Hmm. Ouais, Redwood.js qui n'arrête pas d'évoluer en fait. Et, j'ai regardé vite fait l'autre jour et il a bien évolué. Il y a plein de nouveautés. Il y a Redwood Studio, il y a plein de choses intégrées. Donc, ouais, framework super intéressant. Pareil, on avait reçu Hmm. Simon Qui faisait qui nous partie avait du core parlé. team. Ouais, qui faisait partie du core team de Redwood et qui nous avait parlé un petit peu de Redwood il y a quelques temps. Et c'est un framework intéressant. Si vous le connaissez pas, allez faire un tour sur la doc, tout ça, c'est super intéressant. Il Il y a se plein de choses veut, intégrées. ouais, il se veut en fait le Ruby on Rails du JS, quoi. C'est vraiment Ouais, le c'est ça. truc Ouais. tout intégré, ou le Laravel du Le JS. Laravel Ouais, du JS, ouais, ça peut aussi, ça marche c'est aussi. un peu comme ça qui se Donc ouais, présente. Allez, la donc suite, il y a voilà. aussi la conférence de ViteConf, avec évidemment Evan You, des personnes de chez Sam Preston de Redwood, du de coup, pour le coup, Redwood, tiens, tu vois. évidemment, et Debbie, de tout l'écosystème en fait autour de Vite, parce que Vite, c'est pas uniquement, même si Evan You a créé Vue, mais en tout cas sur Vite, il y a tout un écosystème qui est hors Vue, quoi. Donc c'est beaucoup plus gros. Il y a du Svelte, il y a voilà, Rollup, il y a ils, enfin il y a ils- beaucoup de ils sont personnes. tous là, en fait. Si tu regardes, ils sont Ouais. tous là, les mecs. C'est incroyable. Donc, non, pour le coup, je pense que ça sera une conf sympa. De toute façon, on regardera et on fera un petit retour de tout ça. Très rapidement, même si intéressant, qu'il y a eu Mm, durant l'été une petite mise à jour de TypeScript en 5.2. mm. Ok, évolution, on va dire classique. Mais Il y a je un nouveau pourrais. mot-clé, je crois. Ouais. De quoi? Et je crois qu'il y a un nouveau mot-clé aussi qui est sorti. J'ai vu ça il y a 2 jours, là. Je sais plus ce que c'est. Ah, Je sais pas si c'est dans la peut-être. doc. Ouais, Ouais. peut-être. Using, voilà, c'est ça, using. Je l'ai pas, je l'ai pas vu. Après, ce que j'ai vu surtout, c'est le drama qui est en train de se passer Ah, sur TypeScript, où des mecs disent, OK, moi, là, je sature totalement de TypeScript. ah ouais? Euh, ah ouais, Ah, d'accord. ouais. Ah, je suis pas au Euh, courant. Ok, bah en fait c'est DHH, donc Ah, le d'accord. créateur de. Non mais en fait ça se tient. En fait pourquoi il dit on sature et on arrête de faire que du full TypeScript, c'est que Mm, en fait on rajoute de la complexité, on rajoute, enfin son idée principale c'est ça, c'est on rajoute des types et ça devient mm, complètement illisible et le code est devenu c'est rocket science pour faire un truc ultra simple, quoi. Donc il y a une sorte de raison gardée et j'avoue que j'adhère un petit peu à ça quand même beaucoup, même si je suis pas contre TypeScript, bien au contraire, c'est super hyper intéressant. Par contre, mettre des types partout et galérer pour créer des types complexes, pour faire quelque chose de simple, au final, en fait, ça nous amène plus de frustration et on passe plus de temps à typer qu'à coder le projet, quoi. Donc, il y a une sorte de balance à trouver entre full typé partout dans nos produits finaux. Après, pour les créateurs de librairies, oui, ça me paraît très intéressant et voire indispensable. Par contre, sur l'usage, sur la création d'un outil final full typé partout avec des types ultra complexes, des trucs qui sont illisibles à lire, ça se questionne. Je questionne, je questionne. Mais peut-être qu'on en écoute. reparlera quand le drama Ouais, arrivera à tes oreilles. ouais, non, je n'en ai pas du tout entendu parler, mais je suis totalement d'accord avec lui, en fait. C'est euh, c'est vrai. C'est vrai, TypeScript demande beaucoup comment dire, tu passes beaucoup de temps à créer les types, à corriger du code, à comprendre pourquoi il me dit que ça, c'est pas bon, alors que si, je suis sûr que c'est ça. C'est ça, c'est ça.
Et il y a même des gens spécialisés, enfin, tu vois beaucoup de tweets, de messages, de ouais, comment faire ça en TypeScript, comment faire ci en TypeScript. Et en fait, ouais, peut-être qu'on arrive à une TypeScript fatigue, c'est vrai. Je suis presque totalement d'accord avec DHH, là. DHH. Ouais. DHH. Et non, c'est vrai. Mais après, peut-être le meilleur des mondes est entre les deux, tu vois. C'est un peu comme les tests. À un Exactement. moment donné, est-ce que c'est justifié de tout tester ou juste une fonction qui est complexe de la tester et pas tout le reste? Et Et peut-être crucial, tu TypeScript, c'est un vois, peu un la même truc chose, tu vois. Est-ce que cru- j'ai peut-être typé un truc, un code un peu complexe pour être sûr de ce que ça fait, et peut-être qu'un component, j'ai pas besoin de typer, tu vois. Donc peut-être Exactement. c'est voilà, peut-être entre les deux. Faut Mais voir. on va en reparler de toute façon. Il faut regarder sur la tendance. Il faut regarder. Un autre truc sympa qui est sorti par NGRock. Alors NGRock, en fait, ça vient créer un tunnel entre notre développement local et on va en fait Mmh. exposer notre serveur local à Internet. Et avant, on était obligé de payer pour avoir un nom de domaine fixe. Et maintenant, en fait, le nom de domaine fixe est passé pour tous les utilisateurs gratuits. Alors, un exemple typique, c'est je suis en train de faire une modification sur mon dev. Au lieu de pousser ma PR, de builder ma PR sur une version de Vercel ou Netlify ou que sais-je, ou dans ma CI classique pour donner cette PR-là à mon client. Là, en fait, je vais utiliser NRock, enfin NGRock, et ça va me créer une URL. Cette URL sera fixe par projet, on pourrait dire, et je vais donner cette URL à mon client et lui il va se connecter directement avec un tunnel directement à mon ordinateur. Après, je coupe mon serveur, la liaison est terminée. Par contre, demain, je relance ngrok. Lui, mon client, en fait, va se reconnecter à cette même URL. Et donc, c'est super pratique pour justement demander des feedbacks aux clients sans pour autant faire un développement d'usine à gaz, quoi. C'est très rapide, c'est très facile et maintenant, en fait, avant, l'URL était dynamique et cette URL passe en statique. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était assez intéressant d'en parler parce que ça Ouais, peut être quand même hyper sympa pour nos clients ouais, ouais, carrément, ou carrément. chefs de projet d'ailleurs. Toujours radin, ces développeurs, ils veulent pas payer, hein, putain. Ouais, ouais, bon, c'est pas faux, c'est pas faux. Euh, autre mise à jour sur Remotion qui passe en version 4, qui est Yeah. passée durant l'été. Alors Remotion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une librairie basée sur React qui nous permet en Mmh. fait de créer à partir de code, de créer en fait des vidéos. Donc, Mmh. va pouvoir intégrer en fait ces composants. Derrière, on va récupérer de la data. On va traiter cette data avec les composants et on va faire un export de vidéos. Donc, en clair, on vient créer des vidéos basées sur le code. Donc, c'est assez puissant. Ouais. C'est de plus en plus rapide. C'est de plus. Enfin, je pense que pour des personnes qui veulent automatiser la génération de Mmh. vidéos, je pense que c'est un outil assez puissant. Ouais, 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 tu m'entends? Oui, Ça marche, hein? OK. Ouais, non, c'est hyper puissant, en fait, ça permet de vraiment de générer des vidéos à la demande, et personnalisées, ultra personnalisées, comme on peut voir dans certains services, avec le nom de la personne, enfin des trucs, je dis un truc basique, hein, mais voilà, tu peux vraiment faire des vidéos assez poussées et personnalisées. Ils ont sorti Remotion Studio qui te permet, voilà, c'est une sorte d'interface qui te permet de visualiser la vidéo et d'éditer tout ça, machin. ok. Donc non, c'est une boîte suisse, enfin, Oui, c'est un projet suisse à la base, qui est toujours d'ailleurs c'est basé à Zurich, ouais. à Zurich, ouais, ouais, et qui est vraiment super intéressant. Voilà, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui les utilisent, mais ouais, projet super intéressant. À Remotion. tester si vous faites de la vidéo as code, on pourrait dire. Ouais, disons que si dans votre boîte, tout ça, vous avez un projet de vidéo personnalisée, bah, ça peut être l'outil idéal pour ça. Et puis surtout à scale, quoi. Parce que une Mmh. fois qu'on l'a fait une fois pour un client, là, on peut le faire pour plein de clients. Parce que c'est Ouais. que la data qui change. Et donc la data, enfin voilà, c'est assez intéressant et assez puissant. Et on commençait tout à l'heure à parler d'Express et on disait Express c'est fini, il faut arrêter, terminer.
Il y a un petit framework qui s'appelle Expresso TS, donc qui est basé sur TypeScript, qui nous permet Ouais. en fait de faire ce que faisait Express, mais avec du TypeScript. C'est tout récent, ok, c'est tout léger, c'est rapide, c'est facile à utiliser. Ok, à voir, à tester, même si, Ouais, à tester. ouais, ou pas, je sais pas. Pas super emballé. Non, je suis pas super emballé parce que moi je suis pour l'utilisation de Nitro.js. Donc Nitro.js, on va trouver ça, hop, et qui est totalement agnostique et en fait qui est le Ouais, moteur de rendu Next. Mm. derrière Nuxt. Et pour le coup, ouais, c'est vraiment, vraiment sympa et on peut faire tout ce qu'on veut et surtout c'est totalement agnostique sur C'est l'hébergement. ouais, et c'est portable, ouais, c'est ça. C'est complètement portable et surtout il y a tout un écosystème derrière qui est basé sur Node.js, pareil Mmh. sur tout ce qui est IS module, tout ça. On pourra sans doute en parler une prochaine fois. Beaucoup d'infos, Patrick, Ah, ce mois-ci. épisode super long, je sais pas combien de temps on a fait, Et mais je crois que c'est ouais, un record là. top. Mais écoute, c'est quand même bien. Il s'est passé plein de choses. Voilà, on en parle, on en discute, et c'est intéressant. Parfait. Mmh. Si vous êtes resté jusqu'au bout de cet épisode, déjà, on vous remercie fortement. Laissez-nous un commentaire sur quelle a été pour vous en fait l'info qu'on a ratée ou l'info la plus importante. Ça nous fera super plaisir. Et on se dit à bientôt. Patrick, tu voulais rajouter un truc peut-être? Non. Et Non, ben c'est bon. voilà. J'en Et ai ben on assez en parlé. reste. Et ben on en reste là. Et un grand merci à tout le monde et on vous dit à la prochaine. Ciao ciao. Allez, ciao, à plus.